Alors, je suis accompagnée de Philippe Aurin, directeur général délégué responsable des gestions chez Fédériste Gestion d'Actifs. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, on va revenir évidemment sur l'annonce hier de la BCE. Ça a été une séance euphorique sur les marchés. Encore aujourd'hui, on a encore une belle séance sur le CAC 40 notamment. Donc, ce plan de quantitative easing de l'ordre de 1100 milliards d'euros, donc à raison de 60 milliards d'euros par mois jusqu'en septembre 2016. Alors, tout d'abord, vous en pensez quoi? Est-ce que Mario Draghi a fait son boulot? Vous êtes satisfait de cette annonce? Alors, je crois que les marchés sont satisfaits. On attendait quelque chose de massif en termes de taille et on a eu quelque chose de massif. Alors, il faut peut-être revenir un peu à l'explication, quelles étaient les attentes et puis pourquoi ce plan, et puis ensuite on parlera peut-être des impacts, notamment sur les marchés. Alors, si on revient en amont, quelle était l'inquiétude? Et bien, depuis maintenant quelques mois, même quelques années, on a une baisse de l'inflation. Alors, une baisse de l'inflation, c'est pas forcément dramatique. Ça peut même être favorable au pouvoir d'achat. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette baisse, et puis parfois elle évolue, même dans certains pays, par exemple les pays du Sud qui étaient en difficulté, on a organisé la baisse des coûts via la baisse de l'inflation des salaires. Donc parfois la désinflation, ça a du bon et c'est voulu pour gagner de la compétitivité. Mais là, on voulait la contrer, là, justement. Voilà. On voulait contrer, on fait remonter donc l'inflation à 2%, qui est l'objectif de la BCE. Exact. Le problème, ce sont les anticipations de l'inflation. C'est pas tellement l'inflation à court terme, qu'elle soit basse, c'est pas dramatique. Alors là, elle a beaucoup baissé à cause du pétrole sur la période récente, donc elle commence à être négative, ça commence à poser un problème. Mais c'est pas l'inflation d'aujourd'hui qui pose problème pour la Banque centrale, c'est l'inflation de demain. C'est ce qu'on appelle les anticipations. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Il a dit que l'inflation allait rester basse jusqu'en 2015. Et donc, ce qu'il faut, c'est que les agents, les entreprises, les consommateurs n'anticipent pas une baisse de l'inflation ou une inflation négative à long terme. Ce qu'on appelle l'ancrage des anticipations d'inflation. Mais ces anticipations-là, on les a déjà depuis cet été. Et c'est vrai que les critiques qui ont été faites à Mario Draghi, c'était d'agir trop tard. Là, c'est vrai que tout le monde est content, c'est très bien, mais ça fait depuis cet été qu'on dit, voilà, il faudrait agir, que beaucoup de gouverneurs de banques centrales disent, voilà, il faut que Mario Draghi agisse maintenant. Alors c'est vrai. Alors, deux éléments. D'abord, jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a à peu près 2 mois, comment on mesure les ancrages d'anticipation de l'inflation? On regarde ce qu'on appelle le swap de 5 ans dans 5 ans. Et ça, il faut que ça reste au-dessus de 2%. Ça veut dire que l'inflation à long terme, les agents considèrent qu'elle va revenir à 2%, même si elle passe par des phases très basses. Et depuis 2 mois, elle est passée sous les 2%, elle est à 1,80 et maintenant elle est à peu près à 1,6, 1,7. Et donc là, ça veut dire que les agents sont en train de lâcher, de dire, même à long terme, l'inflation risque de baisser. Donc là, commence à y avoir urgence pour la Banque centrale de faire quelque chose. Et puis le deuxième élément, c'est un élément plus de gouvernance et politique, c'est qu'il n'y avait pas un consensus. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure, mais au sein du board de la Banque centrale, il y a des avis divergents. On se rappelle, en novembre, il y avait eu beaucoup de dissensions et ça avait créé des tensions au sein de la réunion. Et on sait notamment que l'Allemagne craint ce qu'on appelle l'aléa moral, c'est-à-dire que le fait que le quantitative easing fasse en réalité une forme de financement budgétaire qui dispense les États de faire un certain nombre de réformes structurelles. Donc c'est la grande crainte de l'Allemagne. Et on verra peut-être quand on rentrera dans le détail des mesures qui ont été annoncées hier, que le plan fait très attention de répondre à cette critique. Et donc c'est un plan qui est un compromis entre ceux qui étaient ce qu'on appelle les faucons et les colombes, ceux qui étaient pour un assouplissement très fort et une mutualisation du risque, et puis ceux qui n'étaient pas pour une mutualisation du risque. Mais justement, là, finalement, ça va dans ce sens. En effet, comme vous dites, les achats d'obligations souveraines vont être réalisés au prorata de la répartition du capital de la BCE, et la mutualisation des risques n'est que de 20%. Donc finalement, des pays très endettés, comme par exemple la Grèce, ne vont pas tant en bénéficier, des pays plutôt comme l'Allemagne, qui a la plus grosse répartition du capital de la BCE, vont en bénéficier. Tout à fait. Alors, juste pour répondre sur la Grèce, puis après je reviens sur le point principal, qui est la mutualisation. Sur la Grèce, donc c'est carrément exclu du package, jusqu'au remboursement ce qu'on appelle le SMP, c'est-à-dire le fait qu'on avait acheté des titres grecs précédemment. Pourquoi? Vous savez que la Grèce est dans une phase politique délicate, puisqu'elle revote en ce moment, et que le résultat de ce vote peut conditionner une renégociation de sa dette. Et donc,
c'est une façon habile pour la Banque centrale de dire on va laisser passer cet orage-là, la phase de renégociation avec l'Union européenne, et puis ensuite on verra si on inclut la Grèce. D'ailleurs, on a vu les déclarations du Premier ministre, enfin, du Premier ministre grec dire voilà, si on ne renégocie pas, on n'aura pas droit justement à ce plan d'aide de la BCE pour mettre un petit peu la pression finalement sur la population grecque, alors que les sondages mettent le parti de gauche radical en tête. Alors, pour finir sur ce point, je pense qu'on n'échappera pas à une forme de renégociation. Je pense que le parti de gauche, je ne sais pas s'il arrivera en tête, c'est imprévisible, mais en tous les cas, il aura suffisamment de pouvoir pour influer probablement sur la politique menée. Et donc, il faut s'attendre à une forme de renégociation. Maintenant, toute renégociation ne signifie pas abandon de dette. Il peut y avoir simplement des étalements, il peut y avoir une indexation du remboursement sur la croissance grecque, qui en fait ne remettrait pas en cause fondamentalement la crédibilité de la Grèce à rembourser sa dette, mais lui donnerait un peu d'air. Donc je pense qu'on va aller vers cette solution. Alors si on revient maintenant sur le point important qui est la mutualisation. Alors effectivement, ce qui a été annoncé, c'est que 20% de ce quantitative easing serait porté par la Banque Centrale Européenne, 80% par les banques centrales nationales. Alors dans ces 20%, il faut distinguer 8% qui concernent les titres d'État et 12% qui concernent les titres d'agence. Alors pourquoi 8%? C'est pas un chiffre au hasard. Il faut se rappeler que 8% c'est exactement la part des revenus de toute opération monétaire que conserve la banque, les revenus des résultats que conserve la Banque centrale, ce qu'on appelle le droit de seigneuriage, ce qui correspondait dans le temps au Moyen-Âge à l'impôt d'impression de la monnaie. Et donc ce que ça veut dire, ce 8% d'État, ça veut dire qu'en vérité la Banque centrale se couvre des pertes possibles sur les 8% qu'elle va garder sur les États via les résultats qu'elle fera dans le futur, puisqu'elle aura 8% de tous les résultats futurs. Et donc, ce faisant, elle répond sur le principe à la critique de dire vous allez prendre du risque pour financer des États. Non, elle ne prend pas du risque pour financer des États, d'une certaine manière, elle couvre son risque via les futurs résultats qu'elle aura de sa politique monétaire. Et donc c'est pour ça que c'est limité à 8%. Donc c'est pas du tout un chiffre au hasard, c'est pour satisfaire ceux qui étaient contre le fait qu'il y ait une prise de risque de la Banque Centrale Européenne. C'est une réponse. Et donc après, les 80% qui restent, effectivement, ça sera porté par les banques centrales nationales. Et donc s'il y a des pertes, ce sont les États qui vont financer ces pertes. Le lien n'est pas tout à fait automatique. Le traité dit simplement que les États doivent donner des moyens pour les banques centrales nationales de fonctionner. Mais c'est ça que ça veut dire en pratique. C'est s'il y a des pertes importantes, il faudra capitaliser. Et donc, quand on achète des titres d'un État et que cet État garantit ces titres, en fait, ça revient à une forme d'annulation de dette. Donc ça va être très bénéfique pour la France, par exemple. Alors, ça va être bénéfique. Alors là, j'ai quelques chiffres intéressants. Alors, vous disiez tout à l'heure, l'impact va être très différent selon les pays, effectivement, puisque les pays, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qu'il leur restait à financer en net des remboursements de l'année. Donc, d'une part, ils émettent de la dette brute. D'autre part, en cours d'année, cette dette brute, elle sert à rôler la dette qu'ils remboursent. Et c'est la différence entre les deux qui est le supplément de dette, en fait. C'est ça qui est important à financer une année donnée. Pour donner des ordres de grandeur, il y a à peu près... Alors, je vais me focaliser sur le 2-30 ans, puisque le programme de rachat concerne les dettes de maturité entre 2 et 30 ans. Donc, si on regarde juste cet intervalle-là, il y a à peu près 800 milliards d'émissions brutes attendues sur l'année, sur les 2-30 ans, en Europe, en zone euro. Et là-dessus... ça sert à financer à peu près pour 650 milliards des remboursements. Donc il y a une grande partie qui sert simplement à rouler. Et donc la différence entre 800 et 650, c'est à peu près 150. Donc il y a 150 milliards de financement en plus. D'accord. Et quand on met face à 650 milliards, ce que met sur un an à peu près, ça va faire à peu près entre 400 et 450 milliards sur un an, le QE, on voit que le QE dépasse largement ce qui est le reste à financer. D'accord. Et donc ça va avoir un véritable impact parce qu'il va falloir que des vendeurs abandonnent des titres pour que la Banque centrale les achète. Donc ça va bien retirer du marché environ, comme je vous dis, 250 milliards de titres.
Donc ça, c'est très important. Ça va avoir un impact. On a vu déjà l'impact tout de suite sur les marchés actions. On a vu également l'impact sur, en effet, alors vous parliez du 20 à 30 ans, ne serait-ce que sur les taux. Les taux d'emprunt à 10 ans, que ce soit les taux allemands ou français, on a eu une baisse. On est sur le taux français, on est tombé à 0,55, encore plus bas sur l'allemand. Pareil également l'Espagne, l'Italie. Enfin, tous les taux d'emprunt ont baissé. L'euro également, qui est allé on est allé à 1,13. On a tous les éléments pour repartir là. On a un euro faible, on a cette baisse du pétrole qui impacte donc l'inflation. Vous avez dit que parfois ça peut être un peu négatif, mais quand même ça donne du pouvoir d'achat. Le moral des entrepreneurs qui est stable, donc qui pourrait repartir. Là, il manque quoi en fait pour que ça reparte? Il manque plus grand chose. On a tout ce qu'il faut là maintenant. Il manque plus grand chose. On a un petit problème encore qui est qu'on a des surcapacités. Donc ça pèse quand même à la fois sur l'inflation, ça c'est au niveau mondial, mais aussi en Europe, et puis sur les profits des entreprises. Mais vous avez raison de dire que là on a un certain nombre d'éléments, on va dire une conjonction d'éléments, les planètes sont un peu alignées. Ouais. Donc normalement on devrait avoir un premier semestre qui va bénéficier en termes de croissance de tous ces éléments, coût de refinancement très bas, coût de l'énergie très bas, et donc ça doit, et puis devise comme vous disiez, pour la zone euro. Donc ça doit normalement booster la croissance. On pense, si on regarde ces effets, par exemple la baisse du coût de l'énergie, ça peut avoir un impact de l'ordre de 0,3% sur le PIB en annualisé. La baisse de l'euro, à peu près le même ordre de grandeur. Donc la baisse des coûts de financement, c'est difficile à chiffrer, mais ça va jouer dans le même sens. On peut espérer que, par rapport aux chiffres qui étaient prévus de croissance, on a une croissance entre 0,3 et 0,5 de plus que ce qui était prévu. Donc ça, c'est très favorable. Ça peut effectivement redonner de l'allant à la croissance de la zone euro. Alors il y a aussi le déficit budgétaire, on va revenir un petit peu sur la France. La France Italie qui avait été tapée sur les doigts en raison notamment de leur dette importante. La Commission européenne avait dit on vous laisse un peu plus de flexibilité, mais quand même il va falloir mener ces réformes. Là elles vont avoir encore plus de latitude justement pour... est-ce qu'elles vont mener les réformes? Est-ce qu'elles vont baisser la dette? Ça, l'avenir nous le dira. Mais bon, ça va donner un petit peu d'air finalement au gouvernement notamment. Oui, alors d'autant plus que, comme vous savez, ce traité de Maastricht, il y a un mois, a été un petit peu allégé dans son interprétation, puisqu'on a autorisé maintenant les États à prendre en compte dans leur déficit structurel les efforts qu'ils faisaient de réformes structurelles. C'est-à-dire les coûts des réformes structurelles pourront être intégrés dans les limites de Maastricht, donc ça leur donne un peu d'air. Donc effectivement, est-ce que tout ça peut les dissuader de continuer les réformes structurelles? Alors, d'abord, Mario Draghi a bien rappelé dans son discours hier qu'il ne fallait pas. Le QE n'est pas du soutien budgétaire et le QE ne se substitue pas à des efforts structurels. Angela Merkel aussi, qu'on a rajouté. Angela Merkel en a rajouté sur le même thème et ils ont eu raison, c'est une évidence. La politique monétaire ne peut pas se substituer. Pourquoi? Parce que tout ce qui est économie de l'offre, qui est un des principaux problèmes en Europe, ne peut pas être réglé par la politique monétaire. Or, la politique monétaire est une politique conjoncturelle qui peut aider de manière temporaire, mais la seule façon d'augmenter la croissance potentielle à moyen terme et à long terme, c'est de réformer l'économie pour améliorer la partie offre et faire en sorte que la croissance potentielle augmente. Donc ça, effectivement, ça ne peut pas se substituer à la politique monétaire, et c'est rappelé. Néanmoins, alors, le surcroît de croissance dont on a parlé tout à l'heure, ça peut donner un peu d'air aux gouvernants pour justement mettre en place les réformes de manière plus acceptable par les populations, parce que l'effort va être moins grand si la croissance est plus élevée. Néanmoins, on va dire l'historique de performance en termes de réformes structurelles de la zone euro est quand même faible. Donc il va falloir être vigilant pour voir comment les États vont réagir. Alors on va marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour justement voir dans ce contexte, le contexte dont on a parlé, quelle est l'allocation qu'il faut privilégier. Vous êtes gérant, donc vous allez nous dire justement sur quoi il faut investir. C'est dans quelques instants. Nous allons donc aborder la question de l'allocation. On a parlé donc du contexte macroéconomique avec vous, Philippe Aurin, donc directeur général délégué et responsable des gestions chez Fédéris Gestion d'Actifs. Alors,
dans ce contexte, donc de taux bas, d'euros faibles, d'inflation également faible, de risque de déflation, même si on a ce QE qui va justement booster l'économie et devrait contrer ce risque de déflation, quelle est la meilleure allocation possible actuellement? Alors, baisse des taux, mais alors déjà baisse des taux au sein on va dire du monde des taux et des taux d'État, il va y avoir des différenciations assez significatives. On disait tout à l'heure que le QE va couvrir plus que 3 fois les besoins excédentaires de financement cette année, mais il ne va pas le couvrir de manière homothétique pour tous. Il va représenter par exemple 11% de la dette allemande, ce QE pour la part qui concerne l'Allemagne, contre 2% pour la France. Donc on voit qu'il va y avoir une pression à la baisse de l'Allemagne. Il va représenter 6% pour l'Italie. Donc on voit aussi que l'Italie va être très bien servie par exemple. Et 5% pour l'Espagne. Donc mon sentiment, c'est qu'il va y avoir un glissement. Les taux allemands vont être très bas, donc ils sont déjà très bas. Ils sont très bas, mais ils vont l'être encore plus. On va vraiment, on peut passer en territoire négatif, y compris sur le long. La courbe suisse, par exemple, est négative jusqu'aux 10 ans. Donc la courbe allemande, elle est négative jusqu'aux 5 ans, je pense. Aujourd'hui, elle va probablement continuer à baisser entre le 5 et le 10 ans. On peut avoir des taux proches de 0, en tous les cas, sur le 10 ans. C'est pas impossible du tout. Donc ça va faire un effet d'éviction et donc un report sur les États qui vont aussi bénéficier de ce QE et qui auront quand même un peu plus de rendement. Parce qu'on va avoir un vrai sujet de chasse au rendement dans cet univers. Et donc bien sûr, les périphériques vont bénéficier de ce QE. C'est fait un peu pour, d'ailleurs. Et donc Italie, Espagne en particulier, probablement aussi Portugal et Irlande vont être des grands bénéficiaires. Ça, c'est au sein des taux. Les agences aussi, parce que, comme on a dit, 12% de la part retenue par la Banque Centrale Européenne sera investie, du QE sera investie dans les agences, ce qui est très important au regard des émissions des agences. Donc, il va y avoir vraiment une très forte pression à la baisse des taux sur les agences et à la hausse des prix. Donc, ça, il y a un intérêt. Le programme concerne également, pour la partie privée, tout ce qui est covered, c'est-à-dire obligations sécurisées, et ABS. Alors, c'est déjà le cas, on va dire, depuis quelques mois, avec un succès limité. On doit être à peu près à 33 milliards d'achats sur les covered et 2 à 3 milliards sur les ABS pour un programme global qui était prévu à 400 milliards. C'est vous dire si on a du mal à trouver des titres sur ces segments qui sont complètement asséchés. Il y a un manque de liquidité, c'est ça? Il y a un manque de liquidité. En fait, il n'y a plus d'émissions parce que il n'y a pas de marché en réalité sur ces produits. Donc il faut que le marché apparaisse, se structure, devienne liquide avant que la Banque centrale puisse acheter des quantités satisfaisantes. Et puis il y a l'arbitrage action-taux. Un QE, c'est avant tout une émission monétaire. Et une émission monétaire, ça reflète des actifs risqués. Donc évidemment, tout ce qui est crédit, crédit investment grade, crédit high yield, et puis actions. Et on le voit depuis 2 jours, les actions vont nettement bénéficier de ce QE. Alors il faudra être un peu prudent parce que la valorisation des actions est quand même, on va pas dire que c'est très cher, mais c'est déjà un petit peu tendu. On est déjà au-dessus des moyennes de long terme. Sur les européennes, on a un petit peu de retard quand même sur certains. On a un petit peu de retard, mais quand on regarde les PE, on est quand même un petit peu tendu déjà. Enfin, il va falloir être un petit peu méfiant. Quand on regarde en revanche les primes de risque, c'est-à-dire l'arbitrage action-taux, là on a encore beaucoup de marge de manœuvre parce que les taux sont tellement bas que les primes de risque sont élevées et donc on peut absorber des hausses des taux importantes. Plus de rendement sur les actions, mais il faut quand même faire attention parce que les valorisations sont un petit peu chères. Voilà, et on sait bien que quand il y a création monétaire, il y a plus de volatilité parce que les masses monétaires peuvent se rebalancer au sein de portefeuilles d'une classe d'actifs à l'autre, d'une sous-classe d'actifs à l'autre, et ce faisant créer des mouvements de performance, des amplitudes de performance très importantes. Donc il faut être oui, ça va bénéficier aux actifs risqués en général, mais attention, ça peut aussi créer de la volatilité. Comme on l'a vu déjà en automne, ce retour de la volatilité. Alors c'est vrai qu'on avait quand même 2-3 ans où il y avait quasi pas du tout de volatilité. Donc on revient, on va dire, à un rythme de marché de volatilité plutôt normal. Alors sur la fin de l'année, oui, effectivement, on était revenu à des niveaux, on va dire, moyens de volatilité, alors qu'effectivement, vous avez raison de souligner que depuis quelques temps, on était vraiment sur des niveaux très bas.
On peut s'attendre effectivement à ce que dans un premier temps, le QE diminue la volatilité, parce que la hausse des actifs risqués, en général, ça fait baisser la volatilité, parce que la hausse est toujours plus linéaire qu'une baisse. Mais dans un deuxième temps, il faudra être méfiant à des hausses possibles de volatilité via des rebalancements de portefeuille. Alors si on se focalise par exemple là sur les actions, quels seraient les secteurs, les thématiques, on va dire, les plus intéressantes là, pour ce début d'année, pour accompagner le QE? Exactement. Donc il y a deux grands thèmes qui vont guider nos allocations sectorielles. Le premier grand thème, c'est la consommation, je vais y revenir, et le deuxième grand thème, c'est l'euro, la devise. Alors la consommation, la baisse de l'inflation dégage du pouvoir d'achat, la baisse des prix du pétrole est considérable. Par exemple, aux États-Unis, la baisse de l'essence à la pompe, c'est de l'ordre de 30% depuis les points hauts. En France, c'est de l'ordre de 15%. Donc on a fait un petit calcul de coin de table, ces 15%, ça correspond en termes de pouvoir d'achat à environ 5 milliards qui est redonné au ménage sur une année pleine. Donc 5 milliards qui est redonné au ménage pour qu'ils puissent consommer sur d'autres produits, c'est un impact tout à fait considérable en termes de consommation. Donc il faut jouer nous allons jouer les secteurs de consommation cycliques et non cycliques pour essayer de tirer profit de cette manne de quelques milliards qui arrivent au ménage et qui va se recycler sur les produits, soit alors pour les catégories les moins aisées de première nécessité, donc on peut jouer l'agroalimentaire par exemple, soit pour ceux qui sont un peu plus aisés, pour de l'achat plaisir ou de l'achat utilitaire d'équipements. Ça peut être de l'automobile, et on va jouer l'automobile ou les équipementiers automobiles. Par exemple, ça peut être aussi tout ce qui est cosmétique. Des entreprises comme L'Oréal peuvent bénéficier de reports de consommation. Donc la consommation va être un thème important. Et puis, si on observe ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un regain de la croissance au premier semestre lié à tous les facteurs que nous avons énumérés, on va essayer de jouer les cycliques aussi. Les cycliques en particulier exposés à l'export, étant donné que l'euro a perdu 15%, donc il y a un vrai gain de compétitivité de fait grâce à cette des valeurs européennes qui exportent donc à l'étranger. Donc, par exemple, ça a tout secteur confondu. Alors tout secteur confondu, mais on va jouer un peu plus les cycliques industriels dans ce domaine-là. Par exemple, ça pourrait être quel type de valeur Donc, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais par exemple, un Airbus, ça peut bénéficier de la situation, à la fois parce que son aval bénéficie de la baisse du prix du pétrole, et parce que lui, en termes de production, bénéficie de la baisse de l'euro. Donc là, ça fait des thèmes, l'aéronautique, la construction, les biens d'équipement, qui vont pouvoir être joués sur ce thème de la croissance cyclique, l'industrie, l'exportation. Ouais. Les bancaires, parce que c'est vrai que là, elles vont avoir quand même de l'argent frais, on va dire, dans leur caisse. Alors, elles ont de l'argent frais, mais un QE, c'est pas forcément bon pour les banques. C'est pas forcément bon pour les banques. Pourquoi ? Parce que les banques sont très sensibles à la pente de la courbe, ce qu'on appelle. Leur métier, c'est de la transformation, c'est-à-dire qu'elles empruntent à court terme pour prêter à long terme. Et donc, si le différentiel entre le court terme et le long terme, dans leur coût d'emprunt et leur gain de prêt est faible, et elles gagnent moins d'argent. Donc le QE, en général, ça diminue cette pente, et donc c'est pas forcément favorable aux banques. Ce qui est favorable aux banques, c'est que ça revalorise les titres qu'elles ont en portefeuille. Elles ont beaucoup de titres d'État, donc ça c'est bien pour les provisions. Si ça dope la croissance, ça va peut-être doper le crédit. Et donc en effet de second tour, ça peut leur donner de l'air. Donc on est mitigé sur les banques. Et puis il y a quand même encore beaucoup de sujets sur les banques en termes de recapitalisation. Un certain nombre vont devoir lever du capital. Il y a encore beaucoup de sujets en termes de poursuites judiciaires et amendes, que ce soit en Europe, au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Il y a encore beaucoup de sujets en termes de réglementation. Donc méfiance. Voilà. Nous, on n'est pas très exposés, surexposés banques. Chez Fédéris Gestion d'Actifs, vous êtes vraiment là aujourd'hui sur donc, les taux et sur les actions, sur les thématiques comme donc, les biens de consommation et les cycliques. C'est vraiment les thématiques que vous sont nos deux grandes thématiques. On va, à côté d'autres thématiques plus structurelles,
structurels sur le long terme. Là, c'était plus conjoncturel. Les structurels qu'on joue habituellement, c'est bien sûr la santé, parce que le vieillissement de la population mondiale. Donc là, il y a des boulevards un petit peu à prendre, un peu classiques, en faisant attention parfois cycliquement au prix, mais on reste santé, on reste tech, parce que pareil, on considère que là, il y a aussi un boulevard, en particulier dans un monde où la croissance va rester quand même faible, même si elle s'améliore un petit peu. Les entreprises de croissance peuvent tirer leurs épingles du jeu. Donc on va rester entreprise de croissance, tech également. Ça, c'est des thèmes un peu récurrents chez nous. Merci beaucoup Philippe Aurin. Je vous en prie, merci. Donc, de Fédéris Gestion d'actifs. C'est la fin de Direct Gestion. On se retrouve dès lundi 9h20 pour une nouvelle émission. Place maintenant à Direct Investisseur.